Vous venez de franchir les portes du Café de la Mouette, installez-vous confortablement. Ici, on va vous parler de bateaux, de voiles et de voyage. Mais c'est pas une mouette ça, c'est un goéland. Ouais, on s'en fout. Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode du Café de la Mouette. Comme vous le savez déjà, le Café de la Mouette, c'est le podcast du magazine de French. Alors, ce soir, je suis avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. Alors, quel est le programme ? Eh bien ce soir, nous abordons le thème de la gestion de l'eau à bord, pour lequel nous avons eu des demandes de précision lors de notre podcast sur le minimalisme, qui a été véritablement très bien accueilli et pour cela, nous vous en remercions très chaleureusement. Alors cette question est très complète quand on organise un voyage de plusieurs mois, voire années, qui comprend ou comprendra des phases de traversée plus ou moins longues et des destinations où l'eau n'est pas toujours la source la plus aisée à trouver. Donc tout d'abord Valérie, est-ce que tu peux nous faire un petit aparté sur le dessalinisateur, qui est bien sûr lié au sujet de la gestion de l'eau ? Oui, alors on vous l'a déjà dit dans des podcasts précédents, mais c'est vrai que nos connaissances en dessalinisateur sont pas énormes, donc on va vous en parler que très rapidement. Un jour viendra où on vous en fera un complet, parce qu'on aura pris des tas de renseignements, qu'on aura eu un invité, ou voilà. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu pour les novices du cas des dessalinisateurs. Donc il y a deux types de dessalinisateurs, il y a les électriques et les manuels. Alors pour les avantages, vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau et ça c'est quand même vachement bien d'avoir de l'eau à volonté. Et il y a un autre fait qui est intéressant dans les points positifs, c'est le fait que si par exemple vous avez un bateau comme le nôtre où on a 700 litres de cuve d'eau, ça fait 700 kilos quand c'est rempli, quand vous partez pour des navigations, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. On y reviendra à ça un peu plus tard. Donc vous naviguez plus léger. Donc naviguer plus léger, c'est un bateau qui travaille moins, c'est un bateau qui va moins s'user dans le temps et aussi c'est un bateau qui peut aller potentiellement plus vite. Ça c'est pour les avantages, c'est simple, c'est efficace et il n'y a pas besoin de se poser de questions. Alors pour les moins, c'est énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors maintenant, avec les batteries lithium, avec les nouveaux panneaux solaires qui sont beaucoup plus performants, on se dit que les plus grands bateaux, les catamarans qui ont des vraies stations solaires embarquées peuvent faire tourner un dessalinisateur aux heures chaudes de la journée, aux heures chaudes, pas aux heures ensoleillées de la journée, sans avoir besoin de démarrer un groupe électrogène ou bien le moteur. Nous, dans notre cas, sur notre bateau, on a actuellement 330 watts de panneaux solaires, plus un amovible, qu'on peut mettre un peu où on veut, qui fait 150 watts. Faire tourner un dessalinisateur là-dessus, ça marchera pas. Et on n'est même pas au lithium, nous. Bref. Ça, la consommation d'énergie, c'est complexe. Les dessalinateurs électriques ou manuels sont donnés pour une puissance donnée et une capacité de fournir une quantité d'eau en 1 heure. 20 litres heure, 30 litres heure, 40 litres heure, etc. Plus ils vous fournissent d'eau à l'heure, plus ils seront gourmands d'un point de vue énergétique. Pour installer un dessalinisateur, c'est pas forcément une installation qui est simple, il faut un passe-coque. Bon, je dis pas que c'est pas à la portée de tout le monde, mais bon, il faut quand même avoir un petit peu de notion de bricolage. Et bien sûr, ça va être du poids. Alors, le poids des dessalinateurs, j'avoue, j'ai pas été voir. Dites-nous dans les commentaires si vous savez combien pèse votre dessalinisateur, 30 litres, 40 litres, 50 litres, 100 litres heure, pour qu'on puisse en savoir un peu plus. Donc, on peut généralement, nous, c'est ce qu'on a imaginé lorsqu'on en aura un, c'est retirer un réservoir et de remplacer ce réservoir par un dessalinisateur. Oui, parce que à moins d'acheter un bateau dans lequel il y a déjà un dessalinisateur d'installer, effectivement, il va falloir prévoir le passe-coque, donc ça veut dire travailler hors l'eau, et puis bien évidemment imaginer une place pour lui. Donc Ouais. L'endroit assez évident, je veux dire peut-être pas le plus évident, mais qui semble adéquat en tout cas, c'est de remplacer un réservoir, puisque le but du jeu, ce sera de toute façon d'avoir moins d'eau en réservoir. C'est ça. Ensuite, c'est pas adaptable sur tous les bateaux. Nous, on a 4 réservoirs séparés, ce qui prend de la place quand même. On sait qu'il y en a un qu'on peut faire sauter pour le remplacer par un dessalinisateur, voire même plusieurs. Alors ensuite, il y a de l'entretien. C'est un peu exigeant. Il y a des rinçages à faire, il y a des stockages.
Il y a toute une petite manipulation à faire pour être sûr que quand vous aurez besoin à nouveau, quand vous ne naviguez pas et que vous stockez votre bateau, tous les spécialistes nous ont dit le mieux, c'est de faire tourner un désalisateur pour qu'il dure longtemps. Alors ensuite, quand on le stocke, il faut le rincer. Il y a toute une petite procédure, bref. Ça, on en reparlera sûrement dans un autre podcast. Ensuite, ça coûte un petit peu de sous. 5 000, 6 000, 7 000, je regardais un petit peu les prix tout à l'heure. Dans les premiers prix, un 30 litres heure, je crois, on était dans les 5 ou 6 000 euros. Donc ça coûte un petit peu de sous. Il y a un marché de l'occasion, attention, bien regarder où vous mettez les pieds. Oui, comme tu disais, l'entretien étant très précis et surtout très très important, d'en acheter un d'occasion, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'il a bien été entretenu avant. Ouais, il faut vraiment regarder, il faut vraiment être sûr. Moi, je sais que, à moins que je connaisse le gars, je sais pas si je me lancerais dans des joyeusetés d'en acheter un d'occasion. Mais à la fois, comme on a dit, on est un peu vert là-dessus, hein, on connaît pas trop. Mais parce que du coup, 5-6 000 euros, même pour un 30 litres heure, bon, ça paraît quand même déjà pas mal, mais c'est bon un investissement. Ouais, c'est un investissement, ouais, c'est clair. Alors ensuite, c'est pas parce que vous avez un désalisateur que vous pouvez partir sans eau. Imaginons que vous partez pour une transatlantique, vous êtes, on va dire, 2 à bord, vous avez un 30 ou 50 litres heure, et voilà, je fais mon eau, youpi, c'est la fête. Ouais, mais s'il y a un gros problème électrique et qu'il n'y a plus d'énergie sur le bateau, on va commencer à avoir 2-3 petits soucis par rapport à ça. Donc forcément, il faudra calculer une quantité d'eau qui sera raisonnable d'avoir à bord. Et du coup, il va falloir avoir de l'eau à bord. Oui, alors, et donc conserver un endroit pour la stocker. Oui, il faut toujours des réservoirs de toute manière. Donc il faut quand même compter une redondance, même si on sait qu'on va partir avec un désalinisateur qui est en bon état, qui marche bien. Alors, si vous naviguez à la journée, peu importe où, et que voilà, vous prenez 20 litres d'eau avec vous, mais quand vous commencez à voyager avec votre bateau, traverser des océans, là, c'est pas la même. C'est pas du tout la même chose. Alors ensuite, on a entendu dire, alors ça aussi, c'est aussi à préciser avec des spécialistes, que selon où vous êtes et de l'eau qui a sous le bateau, il pourrait avoir une limite d'utilisation à cause des pollutions. Je vais vous donner un exemple très précis. Lors des confinements de Covid qu'il y a eu aux Antilles, il y a à Saint-Martin, il y a des endroits où il y avait des centaines et des centaines de bateaux. Donc avec beaucoup de déjections, on va dire, dans l'eau. Disons qu'avec le confinement, ils ne pouvaient même plus aller là où il y avait les installations. Non, tu ne pouvais pas aller au large. On ne pouvait pas aller au large pour vidanger les cuves et on ne pouvait pas aller au niveau des ports ou des marinas ou tout là où il y a les installations pour faire un pompage. Du coup, les eaux noires, les eaux grises, tout partait dans la mer. Et donc, c'était dans une zone un petit peu fermée à Saint-Martin. Donc, les propriétaires de désalinisateurs commençaient à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on peut les faire tourner ? Donc aussi, je pense qu'il y a une limite par rapport à ça. Encore une fois, nous, on est un peu vert. Donc, si vous avez plus de renseignements pour ça, soyez indulgents avec nous et mettez-le dans les commentaires. Ça fera des renseignements pour tout le monde. Alors oui, tout à l'heure, tu nous disais aussi qu'il y avait des versions manuelles de désalinisateurs. Oui, exactement. Alors, rien que le nom peut être évocateur de certaines marques. Il y a un modèle qui était le Survivor. Donc, on assimile ça souvent à un désalisateur qui va venir en cas de problème, en survie, où on va pomper et on va remplacer le moteur électrique et on va pomper pendant 1 heure et au lieu de donner comme un moteur électrique 30, 40, 50, 60 litres heure, ça va faire moins d'1 litre à l'heure, voire 0,5 litres heure. Et pour ça, il faut pomper 1 heure à une cadence, je lisais sur une marque, de 30 coups par heure. Donc tous les jours, vous faites un petit peu le bras de fer avec votre... Par minute. Par minute, autant. Oui, par minute. 30 coups minute. Ça veut dire que pendant 60 minutes, il faut faire 30 va-et-vient. Et ça muscle le bras. Hein. Voilà. Vous faites une demi-heure avec le bras droit, une demi-heure avec le bras gauche, parce que sinon, ça marche plus. J'en ai jamais utilisé. Je ne sais pas si c'est très dur. J'imagine que plus ils sont gros, plus ils sont résistants. Alors là aussi, si vous avez une expérience par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Ensuite, honnêtement, j'ai vu des gars partir en tour du monde. Mais alors quand je dis en tour du monde, c'est en tour du monde en solitaire par les 3 caps. Ils avaient que ça à bord. Hein. Il y a l'eau qui tombe du ciel, ça on en parlera un petit peu plus tard, de l'eau qui tombe du ciel, et le dessalinateur manuel. Donc... Ensuite, ça peut être une occupation ? Oui, ça peut être une occupation. Une fois que les voiles sont réglées, plutôt que de regarder la télé, allez, tiens chérie, va faire 1 litre d'eau. Moi je reviens dans 1 heure.
Bref, il y a ce système-là. Alors, combien ça coûte ? Ça coûte entre 1 500 et 3 000 euros. Oui, ça coûte cher. Et l'avantage, il est évident, c'est qu'il n'y a pas besoin d'énergie. Il y a quand même de l'entretien, mais il n'y a pas besoin d'énergie. Et je pense que l'entretien est un peu plus simple. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on connaît. Après, vous irez voir sur Internet, on vous mettra le lien si on trouve des docs, des sortes de dômes qu'on va mettre au soleil et où la désalinisation va se faire automatiquement. On va récupérer quelques centilitres d'eau. Voilà, bref. C'est à peu près tout pour les désalinisateurs. 3 jours de soleil pour se faire un pastis. Voilà, en gros, les références françaises. Bravo. Alors pour revenir un petit peu à notre sujet principal, quand on pense à l'eau, avant de partir et prendre la mer, on doit, je suppose, en premier lieu, se demander quelle est ma nécessité en eau, et donc la calculer. Avec combien d'eau dois-je partir, Valérie ? Alors ça aussi, c'est une question que se posent beaucoup de jeunes navigateurs, notamment pour les grandes traversées. C'est quelle quantité d'eau il faut avoir. Alors, on part sur des fondamentaux. Boire, cuisiner, se laver. Boire, c'est relativement facile à savoir. Il faut entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour et par personne. Ok ? Pour cuisiner, tout va dépendre de votre alimentation, de ce que vous cuisinez. Est-ce que vous êtes un mangeur de pâtes matin, midi et soir ? Et encore là, on en parlera un peu plus tard, il y a des solutions. Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, en transat en solitaire, lyophilisé, et chaque lyophilisé, vous maîtrisez un petit peu la quantité d'eau. Donc ça aussi, c'est important de se projeter, de faire des essais. Vous pouvez faire ça à la maison. Quand je fais tel plat, j'ai besoin de tant d'eau, et après on fait nos menus pour la transat, et on sait approximativement combien il y aura de personnes, combien il y aura de repas, approximativement, toujours avec une marge bien sûr d'erreur, parce que quand on part pour 17 jours de mer, des fois on en met 25, donc il faut toujours avoir une bonne marge. Et enfin, le plus complexe généralement, c'est pour la toilette, pour se laver. On a besoin de se laver. Certains vont être eau de mer, séchage au soleil, tranquille, et il n'y a pas de problème. Donc là, c'est 0 eau douce. Il y en a qui ne vont pas supporter ça, parce que ça gratte, l'eau de mer, du sel. Certains, comme moi, je vais me laver à l'eau de mer, et après, je vais me rincer avec un filet d'eau douce. C'est-à-dire qu'en fait, une toilette en eau douce me prend moins d'1 litre. Oui, tu m'avais même donné l'exemple quand tu avais fait ta transat, tu avais une bouteille d'1 litre que tu remplissais pour être sûr de ne pas dépasser, et tu te rinçais avec un gant avec. C'est ça. Alors, soit je faisais avec un gant, soit directement, on fait des petits trous dans le bouchon, ça fait comme une mini-douche, et on se rince comme ça. Donc c'est un peu une toilette de chat, mais en fait c'est plutôt un rinçage. On rince le sel, c'est-à-dire qu'on se lave à l'eau de mer, avec un savon qui va mousser avec l'eau de mer, qui est bio si possible, les gars. Et après, avec moins d'1 litre d'eau, on se dessale en fait. Et après, on dort bien, on est confortable. Alors bien sûr, ça va être à multiplier par le nombre de personnes, parce que comme tu disais, toi en Exactement. solitaire, tu calcules 1 litre d'eau de rinçage par jour. Par contre, si vous avez 4 jeunes filles qui ont toutes les cheveux longs jusqu'aux fesses, plus madame, oui, c'est ça. Il va peut-être falloir, parce que le lavage des cheveux, alors soit on se rase tous la tête avant de partir, mais c'est pas nécessairement une volonté commune, et soit il faut anticiper un petit peu, parce que les cheveux à l'eau de mer, c'est très bon, mais par contre, au bout d'un moment, effectivement, si on ne veut pas se démanger la tête tout le temps, il faut rincer à l'eau douce. Moi, je m'étais fait couper les cheveux. Alors, c'était très drôle. Au départ de Transat de La Gomera, on était 3-4 bateaux français à partir en même temps, et on avait fait la connaissance d'une coiffeuse qui vivait sur son bateau avec son mari. Elle a fait un prix de gros, en fait elle avait fait tout gratos en plus, et elle nous a tous coupé les cheveux, garçons, filles, tout le monde est parti avec les cheveux courts. Pratique, simple, efficace. Ça permet de réduire la consommation d'eau pour la toilette. Voilà, donc en gros, il faut que vous puissiez vous entraîner. Vous pouvez faire ça chez vous. Vous pouvez simuler de dire je me lave là avec de l'eau de mer, donc l'eau de mer, en théorie, c'est illimité, en tout cas pour le moment, et après, je vois comment je peux me rincer de cette eau de mer avec 1 litre d'eau. En gros, passer partout, juste avec 1 litre d'eau. Moi, la mousse, je l'enlève aussi avec de l'eau de mer, donc c'est pratique. Et c'est la même chose pour la vaisselle, par exemple. On fait la vaisselle à l'eau de mer, et on rince avec un filet d'eau.
douce. Alors, c'est vrai que tu parles beaucoup on va dire en traversée un petit peu longue, hein. Donc là, on est plutôt sur deux bonnes semaines, 10 jours, enfin, on va dire une traversée atlantique par exemple. Même 3-4 jours. Mais ça peut être une traversée plus courte. Par contre, quand on est au mouillage, c'est pas mal aussi cette technique. Alors, il faut pas que l'eau soit gelée, mais c'est pas mal aussi parce qu'on saute du bateau après cette savonnée ou shampooignée et on se fait un petit rinçage assez léger. Et pareil, au mouillage, on n'a pas nécessairement l'eau courante, hein. C'est ça. Stéphanie et moi, on n'a pas de dessal à bord. On a eu plusieurs bateaux de voyage. Voilà quoi. On n'a jamais eu de problème. Nous, en gros, c'est... et encore, qui consommait moins que nous, on est à 30 litres jour. Un petit 30 litres jour, tout compris. C'est-à-dire boire, manger, vaisselle, se laver, 30 litres. Et il y en a qui font beaucoup moins. Alors d'ailleurs, si on revient un petit peu sur ces fondamentaux, dans nos besoins en eau douce, on a donc l'eau à boire. Tu peux nous détailler un petit peu peut-être notre expérience, une version peut-être un peu minimalisme de la chose, ce qui existe pour pouvoir éventuellement même boire l'eau des réservoirs plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique. Alors, il y a quelques temps, on a fait un podcast avec monsieur Éric Dauvin, qui est génial, et qui a une société qui s'appelle Naviclick, qu'il a créée. Il a même reçu des prix, encore récemment. Il a tout le temps, dès qu'il se pointe à un salon, il reçoit un prix, de toute façon, avec ses inventions, bref. Et il a un système de filtration qui est parfait pour les réservoirs d'eau, pour boire l'eau qu'il y a dans les réservoirs. Parce que c'est vrai que quand vous avez un bateau qui est un peu vieux, que vous avez acheté d'occasion, vous n'avez pas forcément refait la plomberie, les réservoirs, on ne sait pas s'ils ont été nettoyés, vous hésitez avant de boire cette eau, c'est normal. Si vous avez un système de filtration, ça vous permet de boire l'eau de vos réservoirs et on s'affranchit d'acheter du plastique. Et ça, c'est quand même vachement bien. Donc, écoutez ce podcast qui est passionnant. Il y a sûrement des points qu'on va aborder aujourd'hui qui seront déjà dans ce podcast, mais c'est pas grave. Et puis, allez voir les créations de monsieur Éric Dauvin. Oui, parce que si on réfléchit à d'autres... Quand on a préparé ce podcast, j'ai pensé à ça, à d'autres méthodes pour avoir de l'eau sans avoir des bouteilles en plastique. Et en fait, moi, je pense à la bouteille en verre, mais alors elle est fragile. Puis alors en navigation, ça casse. Et puis, sans parler du poids. Ouais, non, mais ça va pas la tête. Donc là, on voit que encore là, le plastique, malheureusement, prend du sens. Ouais. Et c'est vrai que la seule option réelle, enfin, du moins, si vous en avez une autre, moi, je prends dans les commentaires, sans souci. Mais soit c'est des grandes bouteilles en plastique, ça évite d'en avoir plein de petites. La filtration d'Éric. Ou alors la filtration. La filtration d'Éric, tout simplement. Nous, on est encore teubés. On est aux Canaries, donc l'eau dans les marinas, elle n'est pas terrible, même partout. Donc on est à la bouteille d'eau, comme beaucoup de Canariens, parce que toute l'eau aux Canaries est désalinalisée et elle a du goût, elle est très chlorée et avec le système de filtration d'Éric, dès qu'on l'aura installé, on pourra boire l'eau de nos réservoirs, ce qui est cool. Et oui, parce qu'on parle navigation, on parle mouillage, mais pensons aussi marina. On va se dire, c'est super facile, il y a un tuyau d'eau, hop, je me branche sur le quai. Sauf que là, il est important de se renseigner. Il y a effectivement des marinas où l'eau est parfaitement potable et d'autres où... En France, on a beaucoup de chance. La qualité de l'eau dans les marinas est généralement bonne. Même aux Antilles, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, nous on est aux Canaries, et nous, il n'y a pas d'eau. On a une seule île qui est à peu près autonome en eau, qui est la Gomera, après il y a la Palma, après il y a Tenerife, mais tout est désalinalisé, donc ça a du goût, donc c'est pas terrible, quoi. Donc la filtration, c'est la solution. Oh putain, génial, celui-là, j'aurais dû faire j'aurais dû faire du marketing, moi. Alors, une fois qu'on a bu notre eau douce et super potable, on arrive à un deuxième besoin fondamental, c'est donc se laver. On a commencé à en parler un petit peu de notre expérience, on va dire navigation, VS mouillage, tout ça, mais on n'a peut-être pas détaillé aussi, ça dépend de la température de l'eau. Exactement, parce que là, on vous a dit qu'on se lavait avec de l'eau de mer, etc., parce qu'on navigue dans des zones subtropicales ou tropicales, où l'été, où l'eau est à bonne température. Mais si vous commencez à aller naviguer en Alaska, en Norvège, ou en Bretagne au mois d'août, non, je déconne les Bretons, je déconne. Mais même en Méditerranée, il y a 2 mois où elle est à peu près potable. Après, elle est froide. Ouais, c'est pas forcément simple de se dire, je vais me laver avec de l'eau avec 12 degrés ou à 4 degrés. Donc forcément, là, vous allez passer plus d'eau. En plus, il faudra la chauffer.
Donc nous aussi, on a des solutions pour minimiser la quantité d'eau. C'est-à-dire qu'on a la douche Décathlon. Donc c'est... On va les pas citer. Ah oui, c'est pas grave, on les aime bien, Décathlon. Donc c'est aussi tout simplement en fait, les trucs de jardinage qu'on met sous pression et ça fait douche. Et en fait, il y a, je crois, c'est 10 litres. Et 10 litres, ça nous fait combien de temps? Chauffer. Hein. Donc on chauffe à la bouilloire. On met l'eau de la bouilloire dans... Elle fait quoi? Elle fait 1 litre d'eau, la bouilloire, 1,5 litre. Donc on dilue l'eau chaude, on complète. Donc on a une partie d'eau chaude, une partie d'eau froide. Bon, ensuite on se lave, parce que c'est pas isotherme. Donc Stéphanie prend sa douche, je prends ma douche. Et puis à la fin, des fois c'est un peu tiède. Mais bon. Bah, quand il fait plutôt froid et qu'on se lave à l'intérieur du bateau, c'est vrai qu'on va avoir tendance à utiliser nos 10 litres. Puis quand il fait froid, on a envie vraiment de faire couler un peu l'eau chaude un peu plus. On va utiliser nos 10 litres à 2. Par contre, j'ai remarqué que quand il fait plutôt bon et que justement on saute dans l'eau pour rincer et qu'on n'a plus qu'à se rincer à l'eau douce, vraiment avec la douche, même avec les cheveux, moi, qui ai des cheveux un peu plus longs quand même que Valérie, on passe à peine. Il y a 2 ans de ça, un été, on passait 8 litres par jour. Ouais, mais c'était l'été aussi. 2. Par contre, c'était l'été. Voilà. Et en parlant de la douche solaire, précision, c'est vrai qu'on va remplir avec de l'eau de bouilloire éventuellement, mais à la base, les douches solaires sont, comme leur nom l'indique, solaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est à moins de se laver quand il fait nuit, mais d'utiliser la chaleur du soleil pour chauffer l'eau. Voilà. Alors, il y a des gens qui doivent se dire, mais attends, pourquoi ils nous parlent d'eau froide, ils sont aux Canaries? Oui, mais il y a des fois aux Canaries, il fait un peu frisquet. Et l'eau aux Canaries, l'hiver, elle descend à 17, 16. Donc, voilà, quoi. Hein. Moi, je me suis mangé de l'eau froide toute ma vie. En plongée, ça va. Il y a un moment, on a envie d'avoir un petit peu d'eau chaude. Donc, le climat, la température de l'eau va vraiment jouer. La solution, c'est la douche Décathlon, de l'eau chaude chauffée à la bouilloire, on complète avec de l'eau froide, on se lave à l'intérieur, on maîtrise la quantité d'eau et tout se passe bien. Et comme on parlait tout à l'heure brièvement Valérie, même si on n'a pas envie d'acheter la douche chez un grand distributeur, on va chez... il y a dans les magasins de bricolage, vous allez trouver là effectivement des petits réservoirs d'eau pour pulvériser sur les rosiers ou Dieu sait quoi, des pesticides autres. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut mettre juste de l'eau dedans. C'est pas obligatoire de mettre des produits chimiques, loin de là. Exactement. Et d'utiliser ça, alors je sais pas combien ça coûte dans les magasins de bricolage, mais c'est assez peu onéreux. Et je pense que c'est quand même pas mal résistant. Je fais une toute petite aparté. Alors c'est presque un coup de gueule. Je regardais le beau tour du dernier voilier Hamel 60, qui est une pure merveille. Donc Hamel, un chantier historique en France qui a une réputation qui n'est plus à faire. Donc là, ils ont fait un bateau très moderne, plus de gaz, parce que c'est vrai que quand on voyage, de trouver du gaz, c'est un peu pénible. Donc tout est électrique, donc notamment les plaques de cuisson. Les toilettes sont à l'eau douce. Ouais, les toilettes à l'eau douce. Sur un bateau. Ouais, j'avoue que... Ils ont coupé les commentaires sur YouTube. J'avoue que quand j'ai vu ça... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des toilettes, là. Mais... Bon, ouais, c'est... Oui, se laver, on peut effectivement aussi parler, c'est que les WC, qu'ils soient électriques ou à pompe, ce qui est la majorité du temps le cas sur les bateaux et notamment sur nos voiliers, c'est l'eau de mer qu'on pompe. Il y a un tuyau qui aspire l'eau de mer et un tuyau qui évacue dans la cuve, ou si vous êtes en traversée et que vous n'avez pas de cuve, enfin peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que l'eau qui rentre dans les WC pour rincer le contenu, tu me diras, c'est de l'eau de mer. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est de l'eau désalinisée, qu'ils utilisent. Donc, c'est pas de l'eau c'est de l'eau désalinisée. Potable. Mais bon, des fois, pour faire tourner le désalinisateur, il faut faire tourner un groupe. Donc, tu es entouré d'eau, tu produis de l'eau douce, mais pour produire ton eau douce, de temps en temps, tu es obligé de démarrer ton moteur ou ton... voilà, c'est un peu... Mais bon, allez, c'est beau, c'est Hamel, donc on vous en veut pas. Mais c'était juste une petite remarque. Alors, pour la toilette, mais aussi même pour le point suivant, c'est-à-dire ça va être la cuisine, il y a une petite méthode quand même que je m'étais notée d'aborder ce soir. C'est la récupération d'eau de pluie. Tu peux nous en parler un peu ? Ah oui, alors là, moi, comme je dis toujours,
quand je prends des élèves, quand je fais du coaching avec des gens qui partent en transat, ils disent ouais, mais si on n'a plus d'eau, mais l'eau tombe du ciel. En transatlantique, dans les alizés, un bateau où il n'y a pas 150 personnes, si vous avez un problème d'eau, vous n'avez pas de problème d'eau. L'eau, elle tombe du ciel, gratos. Tout ce qu'il faut, c'est savoir la capter. Donc, soit vous avez un catamaran. On a un pote, Mitch, aux Antilles, qui a un catamaran. Il s'est fait faire un bimini récupérateur d'eau de pluie. Et là, il en récupère. Soit vous êtes un peu plus roots et à la démerde. Vous avez un seau. Et avec un seau, sous un bon grain, en plaçant le seau au bon endroit, si vous avez un bimini, sur le coin du bimini, si vous avez un lazy bag, sous vers le vide-mulet, il y a des tas d'endroits où on peut récupérer de l'eau gratos, en quantité, dès qu'il pleut. Et sur les départs de transat, il peut pleuvoir, selon si vous partez des Canaries ou si vous partez du Cap-Vert. Mais il y a un moment où vous rentrez dans une zone quand même plus active au niveau pluvieux, orageux. Si vous êtes un peu sud, machin, il y a de l'eau gratos tous les jours qui tombe du ciel. Et puis voilà, quoi. Donc il n'y a pas à s'embêter. Ensuite, il y a des gens qui se bricolent des vrais récupérateurs d'eau de pluie avec de la bâche tendue sur les filières, avec un trou en dessous, des bimini récupérateurs d'eau de pluie. Nous, on étudie sur Orio depuis un moment. Donc voilà, l'eau, elle tombe gratos du ciel. Il faut juste un petit peu être ingénieux pour récupérer l'eau de pluie. Mais c'est vrai qu'on est en train d'étudier un petit peu comment on va transformer nos taux, etc. pour pouvoir récupérer de l'eau de pluie. Alors, sur les îles de l'Est des Canaries, c'est pas là où c'est le plus utile parce qu'il pleut très peu. Quoique cette année. Oui, c'est vrai que cette année, la Lanzarote était verte. Vert et bien plus coloré que ça avec toutes les fleurs. Mais, c'est ça. Mais oui, quand vous allez, ou si vous savez que vous allez dans un endroit où de toute façon il va pleuvoir assez régulièrement, ça peut être un super bon moyen de récupérer l'eau douce. On va finir avec un seau à tous les coups, bref. Alors donc le point suivant, c'est cuisiner et puis ce qui va avec, c'est-à-dire faire la vaisselle. Quelles sont un petit peu tes astuces là-dessus ? On en a parlé, c'est d'avoir... alors soit sur mon ancien bateau où j'étais en mode parfaitement minimaliste, j'avais un seau pour la toilette et j'avais un seau pour la vaisselle. Ça pourrait être le même d'ailleurs, on s'en fout. Donc on attrape de l'eau de mer qui est partout autour du bateau. On met ce qu'on a à laver dans le seau, à l'eau de mer, on rince le tout. Alors, attention de ne pas perdre des trucs, je m'excuse auprès de ma belle-sœur, j'ai perdu des trucs qu'elle m'avait confiés dans la mer. Et après, un petit coup à l'eau douce et c'est terminé. Oui, une casserole n'est pas un récif corallien, même s'il y a 6000 mètres d'eau sous le bateau. J'étais fatigué. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ça va aussi dépendre de votre façon de cuisiner. Moi, j'étais en mode lyophilisé. En mode lyophilisé, une fois que vous avez fini votre lyophilisé, vous le roulez, vous le mettez dans un petit sac poubelle à part, et quand vous arrivez de l'autre côté, vous trouvez un container et c'est terminé. J'avais ma cuillère à laver, mon verre à laver, ma tasse de café le matin, la cafetière, mais à l'italienne, donc c'est rapide. Si vous commencez à faire... Vous êtes en Qatar, vous êtes 5-6 à bord, il y a une bonne ambiance, on est français, on est fiers d'être français, donc on va faire une bonne petite blanquette. Et là, par contre, la vaisselle, c'est pas la même. Donc ça va prendre plus d'eau. Donc là aussi, il faut savoir optimiser. Alors aussi, pour cuisiner, vous pouvez, par exemple, si vous faites des pâtes, dans votre casserole, vous pouvez mettre au large, quand l'eau est propre, une partie eau de mer, une partie eau douce. On économise de l'eau pour les pâtes et on met déjà un petit peu de sel dedans. Les quantités exactes, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas cuisinier. Mais en gros, vous pouvez faire ça. Alors, avec l'eau de mer aussi, attention au thé et au café. Ça ne va pas bien marcher. Mais non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Le thé et le café, restez sur l'eau douce. Et donc, oui. On peut économiser de l'eau et on peut vraiment éviter de consommer trop. Et alors, tu nous parlais de cet exemple, mais bon, c'est vrai que sur Canquin, la cuisine n'était pas très très grande. Non. Mais quand tu as un petit peu plus de place sur ton bateau et que du coup tu peux faire la vaisselle, directement dans ton évier, il y a aussi les pompes à eau de mer, pompes d'eau douce, qui sont pas mal aussi pour avoir un filet relativement fin, mais quand même laver correctement et rincer à l'eau douce. Alors nous, c'est au Rio, maintenant qu'on est des bourgeois, on navigue en Vauquier, on a... deux bacs à évier, incroyable. On a un réservoir, on a un robinet d'eau douce qui est branché sur le groupe d'eau sous pression, donc
on ouvre le robinet, hop, il y a l'eau qui arrive. On a un robinet avec une pédale manuelle qui amène de l'eau de mer, quand on veut faire la vaisselle à l'eau de mer et on rince à l'eau douce. Et on a également, imaginons qu'on a un problème électrique, une pédale pour l'eau douce. C'est-à-dire qu'on a une pédale sur laquelle on va appuyer, on va aller venir chercher de l'eau douce dans le réservoir. Et le réservoir qu'on veut en plus. C'est pas juste un seul. Si on a un problème sur un réservoir, qu'on a un problème électrique, voilà, on peut aller chercher de façon manuelle notre eau partout. C'est sécurisant, je trouve. Oui, c'est valable, bon, j'ai pris l'exemple de la vaisselle, mais c'est aussi valable effectivement pour remplir sa casserole ou sa bouilloire pour s'alimenter. Exactement. Et donc là encore, par contre, avec la pédale d'eau douce, si on récupère, alors du coup c'est bien parce qu'on vraiment on mesure combien on récupère, parce que c'est vraiment un filet d'eau. Et il faut faire attention quand même du coup à l'entretien de ces réservoirs, parce que là encore on retombe sur effectivement un besoin de filtrer, parce que quand vous faites cuire du riz, des céréales, des pâtes, ça passe par le filtre. Voilà, que ça passe par le filtre, ça vous assure de ne pas avoir des saletés qui peuvent traîner dans les réservoirs qui arrivent dans votre alimentation, parce que le riz il va gonfler avec l'eau. Si l'eau n'est pas bonne, ça risque de poser quelques problèmes digestifs. On a fait quand on a eu le bateau, on a refait toute la plomberie et on a fait un système. On n'a pas les filtres de Naviclick, mais ça ne saurait tarder. Mais on a un système où peu importe le point d'eau dans le bateau, on en a deux, celle de bain arrière et la cuisine. Quand on ouvre, ça passe forcément par les filtres. Et même si on utilise la pompe manuelle d'eau douce, ça passe par les filtres. Donc on a un minimum de sécurité. Alors maintenant qu'on a vu quelles étaient les utilisations, moi j'avais encore une petite question, c'est comment je fais mon plein d'eau selon là où je suis? Alors, soit tu attends que l'eau tombe du ciel et tu récupères ton eau parce que tu as un super récupérateur d'eau de pluie, je vais y arriver. Soit il y a plusieurs façons de faire. Alors bien, le plus connu c'est en marina. Donc il y a des marinas où on stationne, on fait notre plein d'eau avant de partir. Il y a des marinas où on va y aller juste pour faire notre plein d'eau. C'est-à-dire qu'on était au mouillage, il y a une marina qui est là, on se dit, bah tiens, on a besoin d'eau, on va rentrer dans la marina et on va demander à rentrer dans la marina pour faire juste un plein d'eau. Certaines marinas vont accepter, d'autres vont refuser, certaines vont vous faire payer, plus ou moins cher. Certaines peuvent vous faire payer juste, ça dépend des prix, vont vous faire payer 24 heures de marina, d'autres c'est juste un temps. Rubicon, on en parlait il y a quelques temps dans le podcast. Rubicon, vous avez, je crois, c'est 30 minutes. 15 minutes. 15. Pour 5 euros. Pour 5 euros. C'est tout? Enfin, 15 minutes, on ne remplit pas grand-chose, non, 15 minutes. C'est parce que 700 litres avec un petit débit, ça, voilà, enfin, bref. Donc, en fait, les marinas sont bien sûr vraiment des choses intéressantes. Avec Stéphanie, quand on voyageait sur notre bateau super minimaliste, on a fait du carburant dans des endroits mais totalement improbables, on va vous en parler un peu. On a eu les stations-service de marina, les marinas. Alors aux Antilles, parce qu'on a passé pas mal de temps aux Antilles, il y a les boat boys qui ont des bateaux hauts. Donc c'est des bateaux citernes. Avoir navigué quand c'est plein, c'est assez étrange. On se dit, bon, il va mourir, hein, lui, de toute façon, c'est sûr. Vous les appelez à la VHF. À l'époque, à Canoane, dans les Grenadines, c'était Iceman. Il vient et il y a une pompe et hop, il vous débite, c'est en gallon et il vous remplit le réservoir. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les Grenadines, sachant qu'on est principalement au mouillage là-bas, pour pas dire à peu près tout le temps, faire de l'eau quand il pleut pas, c'est vraiment super. Et ces bateaux, ils viennent et ils vous font de l'eau, mais ils vous amènent aussi à manger ou de la glace, ou il y en a même qui prennent vos lessives, je crois. Oui, boat boy, les mecs qui font tout. Voilà. On en parlera un jour dans un podcast. Alors oui, comme tu disais, quand on est au mouillage, et c'est vrai que les exemples aux Antilles sont assez parlants pour ça, on s'est eu promener pas mal avec nos petits bidons de 5 litres dans le sac à dos pour aller chercher de l'eau là où on pouvait en trouver. Exactement. Quand on partait se promener, dans le sac à dos, il y a le portefeuille et il y a un bidon de 5 litres. Ça tient dans un sac à dos. Et à un endroit, on va trouver un point d'eau, on va remplir et on va promener nos 5 litres. Quand vous consommez 30 litres d'eau au jour, mais que tous les jours vous remplissez 5 ou 10 litres, votre autonomie, elle peut durer beaucoup plus longtemps. Donc si vous faites un calcul, il me faut 30 litres par jour,
j'ai 300 litres d'eau à bord, j'en ai pour 10 jours. Mais si tous les jours vous remplissez 10 litres, ça augmente le temps où il va falloir rentrer dans une marina ou appeler un boat boy. Donc ça c'est bien. Et on a fait avec nos bidons de 10 litres, des fois même plus, des fois on partait en expédition. Donc on avait 150 litres de bidons au total, on mettait tout dans l'annexe qui était microscopique avec un moteur de 2 chevaux, 2 temps, que des fois ça se terminait à la rame. Et on prenait une voiture de location, on mettait tous les bidons dans la voiture de location, on a rempli dans des agences de location qui acceptaient, dans des stations-service. Club de plongée. Ouais. Ou base nautique, ce genre de choses. Pour peu qu'en plus on soit client ou qu'on vienne réserver une quand activité. Quand je travaillais chez Plongée Passion, la plongée qui... Bon, je vais pas le dire parce que c'est leur slogan. On va le dire, Plongée Passion, la plongée qui rend le monde con. Bref, quand je travaillais chez Plongée Passion et que j'ai habité sur Canquin en face, quand je terminais ma journée au mois de mi-journée, je rentrais avec mes 10 ou 15 litres. Et puis voilà. Sur la route de la Trace en Martinique, et même ailleurs en Martinique, il y a des sources d'eau potable. Naturelle. On les voit au bord de la route. Exactement. Donc vous êtes là, vous promenez avec voiture de location et c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que moi j'adore ce moment parce qu'on est il y a des gens qui sont là, on discute, on repart toujours avec des bananes, des avocats ou des mangues et on a passé un bon moment. C'est une autre façon d'aborder les choses aussi. C'est vrai qu'on a croisé plein de gens à cet arrêt de source. Elle est assez connue des Martiniquais. Et on a vu des gens. Et la dernière fois, le temps de remplir nos bidons, il y avait je sais pas combien de personnes qui étaient venues ici. Il y a la maman qui finissait de se laver. Et puis les gens, ils viennent et ils échangent. On est reparti. On avait des oranges et des mangues. C'est vraiment... En plus, ça devient un moment convivial. C'était vraiment quelque chose. Ouais, c'est les bons moments du voyage. Donc même quand vous partez en location de voiture, vous pouvez vous dire, allez, on prend quelques bidons et puis voilà. Donc, après, en bus, ça marche aussi, vu qu'effectivement, ça rentre dans un sac à dos. On peut très bien aussi se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un petit tour en bus. Et parce qu'on sait qu'on va randonner, on va être peut-être dans des endroits un peu naturels où justement il y aura peut-être une source potable. Et renseignez-vous bien quand même, prenez pas n'importe quel cours d'eau qui passe sur le bord de la route. Oh là là, mon Dieu. Mais on sait que celle-là, elle est potable. Mais info à prendre toujours en amont. Il y a des fois, on a galéré aussi, comme à La Gomera, l'été, tous les robinets publics sont fermés parce qu'il y a des problèmes d'eau aux Canaries et c'est normal. Donc quand tu te promènes avec ton bidon de 5 litres, c'est plus compliqué pour le remplir. Voilà. Donc Stéphanie a toute une procédure. Il y a certains cimetières qui ont un robinet accessible. Donc, alors, on va au cimetière, on remplit 5 litres, on passe à l'église, on allume un cierge et on remercie. On remercie et on repart sur le bateau. Voilà, c'est comme ça, c'est Stéphanie. Voilà, bref. En attendant, ça nous avait vraiment, vraiment sauvés. Cet été-là, on avait pu remplir quelques fois nos 5 ou 10 litres et ça nous a vraiment aidés. Donc oui, moi je trouvais ça normal de dire après tout, c'est un cimetière, donc je passe à l'église. Ouais, il y a des Canariens, ils devaient nous prendre pour des fous, mais ils vont tous les jours au cimetière, eux. Oui, toute ma famille est morte, voilà, donc je viens tous les jours. N'abuse pas. Enfin, en tout cas, là encore, on va voir que, comme en parlait Valérie à peu près au milieu du podcast, la consommation que vous allez estimer à la base, et donc, alors bien sûr, ça dépend le nombre de personnes qui est à bord, ça dépend s'il y a des enfants, enfin, il y a plein de choses à voir, mais moins vous allez consommer et quelque part, plus vous serez tranquille et serein, où vous aurez moins... on va dire de récurrence sur un voyage de 6 mois ou de 1 an ou de plus, à vous poser la question où est-ce que je vais faire mon eau. Il n'y a pas de stress à avoir parce que vous verrez qu'il y a des solutions tout au long du parcours, soit en marina, soit en boat boy, soit de l'eau qui tombe du ciel, soit des robinets qui seront accessibles et autorisés. Il ne faut pas rentrer dans l'illégalité aussi. Il y a vraiment des zones dans le monde où l'eau est une denrée rare, donc il faut respecter ça. Mais en gros, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est sûr que là où c'est le plus complexe, c'est quand on a un catamaran, qu'on a invité les copains pour la transat, et tout de suite, moi j'ai vu des catas partir, ils étaient 8 avec des gens qui ne sont pas des marins, qui n'ont pas l'habitude de se modérer, parce que c'est pas normal, enfin c'est pas que c'est pas normal, c'est pas naturel en fait, on a l'habitude d'ouvrir le robinet, et puis voilà. Nous, quand on rentre dans notre petit appartement en France, on prend des douches au début très courtes, par habitude, et puis au bout d'un moment, la durée s'allonge, et quand on revient sur le bateau, on reprend les bonnes habitudes. Des fois, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est vrai que quand vous partez transater avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de tout ça,
ou que vous accueillez, vous êtes aux Antilles, vous accueillez de la famille qui vient là pour une semaine, 10 jours, vous êtes dans les Grenadines, attendez-vous à ce que la conso d'eau explose. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Oui, puis c'est vrai que notamment pour exemple des Grenadines, il y a les boat boys qui passent, donc vous n'allez pas être en galère d'eau nécessairement. Mais c'est vrai que c'est une habitude qu'on n'a pas du tout quand on habite à terre. Et que quand on revient, moi j'avoue que la douche un peu plus longue et un peu plus grande en laissant l'eau couler, surtout quand il fait froid dehors, c'est sacrément sympa. On a mendié de l'eau un jour, à la Graciosa. On était un peu en galère d'eau, ou bien, pas en galère, mais on s'inquiétait. Il y avait un kata qui était super sympa. Comment il s'appelait ? Toucan ? Toucan. Il y avait Toucan qui était là, il avait un dessal. Et il dit, t'as pas un peu d'eau pour moi, ça va ? On a mendié de l'eau. Et il nous a fait 50 litres, je crois, quand même. Super cool. Oui, bon, on a quand même pris l'apéro, du coup. Ouais, on a pris l'apéro, c'était cool avec tous les enfants, c'était génial, des gens qui ont beaucoup voyagé. S'ils nous écoutent, on les embrasse, on pense à eux de temps en temps à Toucan. Voilà. J'espère qu'ils sont bien arrivés en Polynésie. Oh, à mon avis. Depuis le temps, ils sont oui, ils sont arrivés, ils ont même peut-être fait le tour, voilà. Voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, pensez à vous abonner, à nous laisser un petit like et puis de partager auprès de votre communauté le podcast, ça nous aide bien. Et puis bien sûr, allez lire ou relire et feuilleter les pages du magazine de French Sailor. Merci de nous avoir suivis. Voilà, bonne soirée. Bonne navigation. Et à la semaine prochaine.